Donc voici les rapports plutôt pariétaux postérieurs en dehors de la loge fibrocéreuse qu'on a déjà définie. Ces rapports sont représentés par le rachis au milieu, latéralement les muscles psoas et bien sûr le muscle triangulaire suspenseur de l'angle du duodénum jejunal avec les piliers diaphragmatiques en arrière. Je vais revenir aux deux schémas pour faire la légende, mais je continue d'abord à mettre en place les structures. Afin d'aérer nos schémas, on va faire la même vue antérieure en mettant notre cadre duodéno-pancréatique comme étant une structure transparente et à travers laquelle je vais voir quels sont les rapports postérieurs, encore une fois, en dehors de la loge fibreuse, c'est-à-dire derrière le fascia de Treitz. Alors on refait la même vue, le même schéma, avec au-dessus toujours le diaphragme avec ses deux coupoles représentés schématiquement ici. Le rachis ici comme étant un rapport, c'est toujours important. T1, T11, T12, L1, L2, L3. Et la cinquième vertèbre avec notre sacrum, les ailes iliaques, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4 et L5, les 5 vertèbres lombaires. Et par rapport à ces structures qui sont ici comme repères, nous les avons étudiées dans le schéma précédent comme étant des rapports, et en fait ce sont des rapports, mais ici je vais l'utiliser comme repère, et je mets en place tout de suite mon cadre duodéno-pancréatique, le cadre duodénal ici, je le considère comme étant une structure transparente qui me permettrait de regarder les structures et leur emplacement derrière cet ensemble. Je sais que, en regard de la partie effilée, donc de la queue, j'ai la rate, et à droite, j'ai la face inférieure du foie. Quelles sont donc les structures qui entrent en rapport? Deux éléments importants, ils sont toujours présents, nous les avons déjà vus, c'est l'aorte abdominale, je le mets en continu comme je vous ai dit, comme si notre duodénopancréas était transparent, et en regard de disque L4, L5, parfois un peu plus bas, notre aorte va se diviser en deux branches terminales qui sont les artères iliaques primitives. Elles aussi, plus tard, ils vont se diviser en iliaque externe et iliaque interne. Cet endroit où l'aorte se divise, on l'appelle la fourche ou la fourchette aortique, peut être des fois un rapport postérieur lorsqu'il se fait en haut, derrière L3. Des fois, c'est un rapport postéro-inférieur. Et à gauche, plutôt à droite, nous avons la veine cave inférieure, qui elle aussi
se divise en regard de L4 parfois plus bas en veine iliaque primitive. Il passe derrière la veine iliaque droite, toujours collée sur la paroi postérieure, et il fait, elle aussi, sa fourchette, la fourchette de la veine cave, donc la division en deux artères, qui sont les artères iliaques primitives, ou les veines iliaques primitives pour la veine cave, qui vont être destinées au bassin et aux membres inférieurs. Alors, quels sont les viscères qui entrent en rapport avec le duodénum et le pancréas derrière le fascia? Du côté droit, donc du côté de l'ensemble duodéno-pancréas, qui comporte cadre duodénal et tête pancréatique. Nous avons le rein droit qui va entrer en rapport, donc ce fameux haricot, essentiellement par une partie médiale. Le reste du rein reste en dehors du deuxième duodénum et il va être en rapport avec le foie. D'ailleurs, on verra plus tard, il marquera une empreinte sur la face inférieure du foie. Donc, pour rester dans le duodénopancréas, le rein droit entre en rapport avec le deuxième duodénum par son bord médial. Le rein gauche, nous l'avons déjà vu, il est situé derrière le pancréas. Il passe derrière une partie du corps et du pancréas. Et donc, c'est un rapport postérieur par sa face moyenne, par sa partie moyenne de ce pancréas. Qui dit rein dit capsule. Je ne rentre pas dans les détails de leur disposition et on sait qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Tout ça, vous l'avez étudié avec le professeur Fadili dans le cours sur les reins. Donc, rappelle ici que ces deux capsules sont là et qu'ils sont des rapports postérieurs par rapport à ce complexe et qui sont placés derrière. Lorsqu'on parle des reins, on parle donc de la masse parenchymateuse du rein, mais aussi des voies excrétrices. Ces voies excrétrices sont représentées par un bassinet et l'urétère qui descend derrière la tête du pancréas, derrière la partie initiale du duodénum. Ils vont plus bas, je ne vais pas continuer parce que vous l'avez déjà vu, vous avez vu sa terminaison au niveau de la vessie, ses rapports au niveau du petit bassin, tout ça c'est du cours déjà vu, mais pour nous, retenons que le bassinet est un rapport postérieur de notre duodénopancréas, de même que l'urétère droit. Du côté droit ou du côté gauche, pareil. Rappelez-vous que le rein gauche est un peu plus haut situé que le reste, que le droit plutôt, et le bassinet droit est un rapport postérieur du pancréas, de même que l'urétère est un rapport de l'angle duodéno-jejunal, mais également de la partie terminale du troisième duodénum. Donc, les deux reins entrent en rapport avec notre duodénum et notre pancréas. Le rein gauche essentiellement par sa partie moyenne, que j'ai assurée. Le rein droit essentiellement par son pôle, ou plutôt son versant médial, qui se place derrière le deuxième duodénum, mais les canaux excréteurs, bassinets et urétères droits descendent derrière le duodénopancréas. S'il y a des reins, c'est qu'il y a des vaisseaux qui suivent ces structures, et ces vaisseaux sont placés également derrière, ils restent en rétropéritonéaux, et ils sont placés derrière notre structure principale que nous sommes en train d'étudier. Quels sont ces vaisseaux?
Vous le savez, à la partie haute de T12, c'est le tronc cœliaque, qui ne nous intéresse pas beaucoup à ce niveau-là. Il va vers le haut. Nous avons vu sa distribution. Plus bas, à la partie, donc en regard du T12L1, nous avons essentiellement l'émergence de l'artère mésentérique supérieure qui descend dans un court trajet derrière le fascia, puis il s'enfonce dans le fascia pour devenir un rapport direct. Et son trajet va être descendant pour passer derrière le pancréas et en avant du pancréas de Winslow, en avant de D1, on la retrouve plus loin à ce niveau-là. Entre l'émergence de la mésentérique supérieure et l'aorte lui-même, nous avons donc une sorte de pince, aorte descendante, la mésentérique légèrement oblique en avant et vers la droite, passe notre première veine destinée au rein. C'est la veine rénale gauche. Je ne vais pas la faire en continu, mais retenez qu'il passe derrière l'artère mésentérique supérieure et en avant de l'aorte. Du côté droit, vous avez ces deux structures vasculaires destinées au rein droit, formées par la veine, comme vous l'avez déjà vu, toujours en arrière, et l'artère, ou plutôt, on va changer la direction selon la circulation, la veine qui part du rein vers la veine cave et l'artère qui vient de l'aorte vers le rein droit. Pareil de ce côté, l'artère rénale en avant de la veine cave qui, elle, passe derrière cette fourchette, cette pince formée par la mésentérique supérieure et l'aorte en arrière. Donc, comme des éléments de rapport postérieur, nous avons les deux pédicules rénaux. Le pédicule rénal droit, formé par l'artère en avant, la veine en arrière. Le pédicule rénal gauche, toujours l'artère en avant, la veine rénale en arrière, avec une particularité à ce niveau, c'est que la veine rénale gauche passe sous le trajet, sous l'artère mésentérique supérieure. Nous avons vu donc les pédicules des deux reins avec les différents vaisseaux destinés aux capsules surrénales. Tout ça, je ne vais pas le détailler, vous l'avez déjà vu. On va voir les autres structures qui entrent en rapport derrière le duodénum et le pancréas. Plus bas, en regard de L2, L3, nous avons le départ des vaisseaux gonadiques, à savoir l'artère gonadique droite et le retour de la veine gonadique toujours droite. Il se passe derrière le complexe duodéno-pancréatique. Du côté gauche, toujours nous avons l'artère gonadique droite en regard à peu près L2, L3, la partie haute de L3. Et la veine gonadique de retour, la veine gonadique gauche, il a la particularité de passer en dehors de l'angle jujunal pour aller se jeter où?
il se jette dans la veine rénale gauche. Donc ce n'est pas un rapport direct postérieur du duodénopancréas, sauf à sa partie terminale où il passe derrière la partie toute distale du corps et de la queue du pancréas pour aller se jeter dans la veine rénale gauche. C'est donc la veine gonadique gauche. Plus bas, en regard de L3, vous avez, par la face antérieure, le départ de l'artère mésentérique inférieure. Donc nous avons une artère mésentérique supérieure émanant de l'aorte en regard de L1 qui a un long trajet et une artère mésentérique inférieure en regard de L3 qui descend, il va se distribuer, plus tard vous allez le voir, au niveau du côlon gauche. Vous voyez donc toutes ces structures vasculaires qui viennent compliquer la situation derrière le duodénopancréas et qui rendent compte de la complexité de ces rapports et de la chirurgie de ce complexe duodénopancréatique. La chirurgie la plus connue, vous le verrez plus tard, c'est ce qu'on appelle la duodénopancréatectomie qui consiste à enlever le complexe duodénopancréatique. Cette chirurgie elle est lourde parce qu'il se heurte à ces différents rapports aussi lourds que nous sommes en train de le voir. Je vais reprendre donc les deux schémas rapidement pour mettre la légende sur ces deux schémas qui montrent les rapports postérieurs en dehors de la loge fibro-séreuse, c'est-à-dire derrière le fascia de Treitz. Je disais donc que le rapport postérieur, c'est les piliers diaphragmatiques, droit et gauche. C'est toujours les éléments musculaires, le psoas, le muscle psoas. Sur ce muscle psoas, on va trouver le passage de structures intéressantes. D'abord, les structures qui appartiennent aux voies excrétrices du rein, mais également des racines nerveuses appartenant au plexus nerveux lombaire qui circule au-dessus. Mettons ici nerf, vous l'avez déjà vu en détail avec la myologie. Nous avons un petit muscle ici à gauche qui est le muscle triangulaire. Plus important rapport central, c'est le rachis thoraco-lombaire. Et bien sûr, les vaisseaux, l'aorte abdominale, et la veine cave inférieure. On va aller voir donc le deuxième schéma qui complète le premier. Et là, nous avons les structures viscérales, à savoir du côté droit, comme rapport postérieur, le rein droit, plus sa capsule surrénale, et entre parenthèses, je mettrai le bord médial. Il rentre en rapport essentiellement par son bord médial. Nous avons le bassinet droit
l'urétère droit, les vaisseaux gonadiques, artère plus veine, droit, et l'artère plus la veine rénale droite. Du côté gauche, nous avons essentiellement le rein gauche et entre parenthèses plutôt sa partie moyenne. Rappelez-vous que le pôle supérieur était un rapport direct de la face postérieure de l'estomac. Les voies excrétrices, bassinet gauche et urétère gauche qui est un rapport du troisième plutôt du quatrième duodénum et de l'angle duodéno-jéjunal. Les vaisseaux, nous avons l'artère gonadique gauche, la veine gonadique gauche qui se jette, je le répète, dans la veine rénale, se jette dans la veine rénale gauche, c'est un élément important. Bien sûr, le pédicule rénal gauche, ou vaisseau, disons artère plus veine, rénal gauche. Plus bas, c'est l'artère mésentérique inférieure. Et du côté droit, nous avons l'artère mésentérique supérieure qui a un long trajet à partir de terminaison T12 et début L1 et qui descend plus bas vers le mésentère, là où il va se distribuer à l'intestin grêle et au côlon droit. Donc voici les différentes structures qui entrent en rapport, des structures pariétales et des structures viscérales avec leurs vaisseaux nourriciers et un certain nombre de vaisseaux qui sont destinés justement à la vascularisation des reins, de l'intestin et du membre inférieur. On va noter donc que la partie terminale, c'est le carrefour ou la fourchette aortique. On l'appelle également fourchette aortique, qui se situe à la partie inférieure de L4, parfois en avant de L5, et qui de là va donner les artères iliaques primitives.